Premier numéro de votre magazine JT Business de 2025. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce début de l'année pour retracer l'essentiel de l'actualité économique de la semaine qui vient de s'achever. Tout d'abord, voici l'ossature de ce magazine. Le ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akwakwa, a annoncé l'ajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG dans les entreprises et établissements de toute nature en République démocratique du Congo qui passe de 7 075 francs congolais à 14 500 francs congolais, soit l'équivalent de 5 $ américains. Ce nouveau montant met fin à une stagnation de 6 ans, marquant une étape importante dans la lutte pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Les explications sont à suivre. À suivre également l'invité business, nous aurons Dior Maoussa. Il est président de l'ASBEL, Revendication des commerçants de l'espace Congo. Dans l'entretien qu'il a accordé à votre télévision, il revient notamment sur l'expiration du moratoire accordé par le gouvernement provincial du Haut-Katanga aux expatriés d'abandonner l'exercice du petit commerce aux seuls Congolais, tel que le prévoit la loi en la matière. Vous suivrez l'entretien. Enfin, un rapport du groupe d'experts des Nations Unies publié en fin décembre dernier révèle que la coalition rebelle Alliance Fleuve Congo et le mouvement M23 a frauduleusement exporté près de 150 tonnes de coltan congolais vers le Rwanda, qui a été associé justement à la production rwandaise. Vous aurez les explications dans ce JT Business. Madame, Monsieur, voilà tout pour les titres. Cordial, bienvenue à tous. Premier titre pour commencer, le ministre du Travail et de l'Emploi, Ephraim Akwakwa, a annoncé un ajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG en République démocratique du Congo, fixé à environ 14 500 francs congolais par jour pour les travailleurs manœuvrés. Ce nouveau montant met fin à ce qu'on a appelé une stagnation de 6 ans, marquant une étape importante dans la lutte pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Les explications dans ce commentaire signé Arcel Logis. La révision du SMIG, effective dès février 2025, fait suite à un dialogue organisé en octobre dernier entre le gouvernement, les syndicats et les organisations patronales. Il s'agit d'un acte réglementaire dont l'application est obligatoire. L'Inspection générale du travail veillera à son respect, a affirmé le ministre Akwakwa, soulignant la fermeté de l'État face à d'éventuels contrevenants. Depuis 2018, le SMIG était fixé à 7 075 francs congolais, soit environ 5 $ par jour, un montant jugé insuffisant pour faire face à l'inflation et l'augmentation du coût de la vie. L'ajustement récent, doublant pratiquement le salaire minimum, intervient dans un contexte économique marqué par de pressions sociales croissantes. Malgré cette augmentation, le SMIG congolais reste parmi les plus bas en Afrique. En comparaison, le Maroc affiche l'un des salaires minimums les plus élevés du continent avec environ 273 € par mois. En Afrique subsaharienne, des pays comme le Sénégal, 97 €, la Côte d'Ivoire, 114 € ou encore le Cameroun, 91 € offrent des niveaux bien supérieurs à ceux de la RDC, mettant en lumière un défi structurel persistant. La réforme vise à offrir une meilleure protection sociale aux travailleurs congolais, en particulier dans un pays où plus de 60% de la population est âgée de moins de 18 ans. Ce contexte démographique impose une pression économique unique, mais constitue également une opportunité pour transformer le marché du travail. Le nouveau SMIG inclut également une clause d'augmentation annuelle de 3% pour les travailleurs ayant une ancienneté continue dans la même entreprise, renforçant l'incitation à la fidélisation et la stabilité de l'emploi. Pourtant, les défis demeurent. L'application stricte de cette mesure repose sur la capacité des inspections du travail à contrôler et sanctionner les contrevenants. Par ailleurs, certains employeurs, notamment dans le secteur informel qui domine l'économie congolaise, pourraient trouver difficile de se conformer à ces nouvelles exigences.
Et puis le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, promet des sanctions sévères et exemplaires aux contrevenants. Ce défi s'inscrit dans la lutte contre l'exploitation illégale des minerais congolais par des entreprises non répertoriées par l'État. Il a fait savoir tout récemment sur son compte X les explications. On pouvait lire sur son compte X des sanctions sévères et exemplaires seront appliquées aux contrevenants dans le cadre de notre lutte contre l'exploitation illégale et la contrebande de minerais, en alignement avec la vision du chef de l'État. Au cours de la même journée, le ministre de Mines avait officiellement reçu le rapport de la commission spéciale mise en place pour évaluer la régularité et la conformité des activités minières dans la province du Sud Kivu. Réunie pendant 15 jours, cette commission a entendu 18 entreprises sur les 30 convoquées par le ministère. Le rapport révèle plusieurs violations du code et des réglementations minières, notamment l'absence de qualification des exploitants. Sur instruction de la chef du gouvernement, Judith Souminois, une réunion ministérielle sur la lutte contre la fraude minière a été organisée mardi 7 janvier au cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières, Jacquemaine Chabani-Louko. Le vice-premier ministre de la Défense, le ministre des Hydrocarbures et également celui de Mines étaient associés à cet exercice. Cette réunion ministérielle fait suite aux préoccupations soulevées par le président Félix Tshisekedi lors du 18e Conseil de ministres tenu le 18 octobre 2024, nous renseigne le communiqué final de la dite réunion ministérielle. Le cas récent de la fraude minière en République démocratique du Congo remonte au 4 janvier dernier, au cours duquel le gouverneur de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques, avait présenté à la presse 3 ressortissants chinois arrêtés avec 12 lingots d'or et une somme d'argent à hauteur de 800 000 $ américains dans les territoires de Walungu. À ce même sujet, déplorant les multiples implications et arrestations des expatriés chinois dans l'exploitation illégale et illicite des minerais en République démocratique du Congo, la structure de la société civile, la structure des experts de la société civile en République démocratique du Congo a tenu une réunion tout récemment, réunion au cours de laquelle elle a appelé les expatriés chinois œuvrant précisément dans le secteur minier congolais à se conformer aux différentes lois congolaises, notamment dans toutes leurs entreprises. Merveille Mouhemba nous en parle. Cet appel intervient après la récente arrestation des 3 Chinois par le gouvernement provincial du Sud Kivu impliqués dans une opération d'exploitation illicite des minerais dans les territoires de Walungu. Lors d'un point de presse tenu samedi 4 janvier 2025, le gouverneur du Sud Kivu a présenté ces 3 Chinois avec 10 lingots d'or et une somme estimée préalablement à 800 000 $, revue en baisse à 400 000 $ lors d'un point de presse rectificatif lundi dernier avec les organisations de la société civile. Dans cet ordre d'idée, le 20 décembre 2024, au moins 17 Chinois impliqués dans l'exploitation illicite ont été libérés et expatriés par la DGM à l'insu des autorités provinciales du Sud Kivu. Les gouvernements provinciaux les accusent d'exploiter les minerais pendant au moins 4 ans sans détenir un document légal leur permettant cette exploitation. Face à ce contexte, les panels des experts de la société s'est réunis ce lundi à Kinshasa pour faire un état des lieux général sur la situation. Il a d'abord appelé ces Chinois à se conformer aux lois congolaises, notamment celles relatives à l'exploitation minière. Cette structure prend acte de la volonté du gouverneur du Sud Kivu de lutter contre l'exploitation illicite dans sa province. Elle déplore par ailleurs le non-respect des procédures dans cette opération, alors que l'on sait que le gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki a eu à présenter, après arrestation, ces 3 Chinois impliqués dans les vols des minerais. Pour cette structure, le non-respect de la procédure a tenté d'exposer ces Chinois au lynchage, tel que cela a été le cas dans les territoires de Wanga. Contrairement à une opinion congolaise importante qui salue l'acte posé par les gouverneurs du Sud Kivu, cette structure dit condamner l'exposition de ces Chinois impliqués dans les vols au risque de lynchage et indique qu'un tel acte peut avoir un impact diplomatique majeur alors que la RDC a besoin des investisseurs.
Place à l'invité de ce JT Business. Il s'agit de Dior Mahoussa, président de l'ASBEL Revendication des commerçants de l'espace Congo. Dans l'entretien qu'il a accordé à votre télévision, il revient notamment sur l'expiration du moratoire accordé par le gouvernement provincial du Haut-Katanga aux expatriés d'abandonner l'exercice du petit commerce aux seuls Congolais, tel que le prévoit la loi en cette matière. Voici l'entretien. Monsieur Dior Mahoussa, nous vous disons merci d'être avec nous. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga avait accordé 2 mois, soit du 27 novembre au 16 janvier 2025, aux expatriés de pouvoir laisser l'exercice du petit commerce uniquement aux Congolais, conformément à la loi en cette matière. Comment, tout d'abord, vous aviez réagi en son temps? Merci beaucoup, Monsieur Magloire. Ce n'était pas une décision facile face à tous les enjeux qui se passent sur la ville, sur l'étendue du pays. Malgré que la loi existait depuis longtemps, mais la loi était en train de souffrir de cette application. Mais Madame la ministre de l'économie, Lauriane Lusamba, a essayé quand même de mettre en marche en déposant quelques communiqués par-ci par-là, pour interdire aux expatriés de faire le commerce en détail. Nous sommes à presque une semaine de l'expiration de ce moratoire. Y a-t-il déjà une volonté manifeste affichée par les concernés, c'est-à-dire les expatriés, à pouvoir respecter la loi? Monsieur Magloire, vous savez quoi? L'expatrié, quant à lui, il est conscient. Que ce soit la loi OADA, que ce soit notre constitution, que ce soit la loi qui régit le petit commerce. Dans des réunions, on a été avec des expatriés, ils sont conscients qu'ils travaillent chez nous. Et aujourd'hui, je vous parle, nous sommes à quelques jours de la date fixée qui est le 19 janvier, selon Madame la ministre de l'économie provinciale. Ils avaient donné 2 mois et 19 jours. Aujourd'hui, déjà, nous courons vers la date. Et je vais essayer de tourner sur l'étendue de la ville. Et il y a d'autres expatriés qui sont en train d'exécuter déjà en changeant des prix, déjà en mettant les gros. Et d'autres expatriés qui se disent non, moi je ne saurais pas vendre en détail, mieux vaut que je change l'activité parce qu'il y a toute une liste où on les laisse 10 secteurs. Ils pourront évoluer tranquillement en faisant des détails. Puisque la loi date de plusieurs années, mais elle souffre toujours de son application. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que c'est finalement la responsabilité de l'État lui-même qui ne sait pas faire appliquer ces textes? Monsieur Magloire, vous savez, la loi souffre. L'autre fois, je vous avais encore dit que tous les 2 côtés, nous avons cette part de responsabilité. Ce qui veut dire que l'État lui-même, d'abord, il est en train de douter. Est-ce que ça va tenir? En regardant la population, par exemple dans notre province, nous dépendons plus que l'économie est à 80% entre les mains des expatriés. Est-ce que ça va aller? Mais de notre côté aussi, nous se disons, nous sommes des opérateurs économiques, nous sommes capables de couvrir le vide. Parce que j'ai essayé de conscientiser mes frères congolais, des opérateurs congolais, ils ont crié, ils ont dit non, non, nous sommes capables, mais nous sommes bités à des réalités d'où l'État ne nous protège pas. L'État doit protéger les commerçants nationaux en leur garantissant d'autres procédures qui pourront quand même les consoler. Ouais. C'est vrai, on a pris la mesure, on a accordé un moratoire qui tend vers son expiration, mais pour l'efficacité de la démarche dans la durée, c'est quoi qui doit être fait? Vous avez parlé d'une commission pour assurer les suivis, puisque c'est un autre élément qui est toujours soulevé. Nous prenons des décisions, disons, les décisions sont prises, mais le suivi manque. Cette fois-ci, M. Magloire, je peux vous rassurer que Madame la ministre a pris tout son temps pendant ces 2 mois. Elle a examiné des problèmes de gauche et de droite. On a eu des réunions avec les expatriés, on a eu des réunions avec les nationaux et nous sommes mis d'accord de monter une comité. Et cette comité de suivi sera mixte avec plusieurs services qui pourront quand même donner sens à cette loi.
Ce sera quoi le travail de cette commission? C'est vrai, elle est suivie, mais dans la pratique, ça sera comment? Donc, dans ce qui concerne la pratique, cette comité aura pour mission de tourner partout où il y a des expatriés, de faire des suivis. Est-ce qu'ils ont respecté? Parce que quelqu'un peut afficher les prix, au final, dans les coulisses, il est en train de faire les détails. Alors, si nous tombons sur ça, il y aura des preuves palpables et ces gens-là seront vraiment traduits en justice. Et du côté aussi des nationaux, le commerçant national ne doit pas profiter de cette occasion pour faire souffrir la population. Parce que loin de tout ça, nous cherchons l'équilibre, créer une classe moyenne. Selon le chef de l'État, il a dit que nous devons créer une classe moyenne. Il ne faut pas que lorsque on arrête les expatriés et nous, les Congolais, nous profitons pour faire souffrir nos frères. Les soucis, c'est de faire baisser des articles. Les soucis, c'est de donner les services à nos confrères comme il faut. Monsieur Dior Maoussa, merci. Merci, monsieur Magloire. Dior Maoussa, président de l'ASBEL, Revendication des commerçants de l'espace Congo. Il était sur Arc-en-Ciel Télévision. Autre titre dans la suite de ce JT Business. Un rapport du groupe d'experts des Nations Unies publié fin décembre dernier révèle que la coalition Alliance Fleuve Congo et le mouvement M23 ont frauduleusement exporté près de 150 tonnes de coltan congolais vers le Rwanda, qui a été associé justement à la production rwandaise. Jean-Luc Tchiani pour les commentaires. Selon ce rapport, ces rebelles ont mis en place une administration parallèle. Cette exportation illégale de ressources naturelles congolaises a été effectuée dans la cité minière d'Erubaya, située dans le territoire de Massissi, au nord Kivu, à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Goma. La coalition AFC M23 a pris Rubaya, qui possède la plus grande mine de coltan de la région de Grand Lac. Elle a mis en place une administration parallèle qui contrôle les activités minières, le commerce, le transport et l'imposition de minéraux produits. Au moins 150 tonnes de coltan ont été frauduleusement exportées vers le Rwanda et mélangées à la production rwandaise, donnant lieu à la plus grande consommation jamais enregistrée en ce jour de chaînes d'approvisionnement à minéraux dans la région de Grand Lac. Renseigne ce rapport des experts des Nations Unies. La cité de Rubaya était tombée entre les mains de rebelles du M23 RDF vers la fin avril 2024. Au mois de mai de la même année, le président de la société civile de Massissi, Voltaire Batundi, alertait que le rebelle du M23 RDF avait distribué des bêches aux habitants afin de les encourager à creuser de minerais. Les coûts de paiement journaliers d'un creuseur étaient alors passés de 10 000 francs à 30 000 francs congolais. Trois titres en bref et en images dans la suite de ce JT Business. Tout d'abord, selon la loi des finances de l'exercice budgétaire 2025, le gouvernement de la RDC projette les recettes de la taxe sur la valeur ajoutée TVA à 3 980,3 milliards de francs congolais, soit 1,3 milliard de dollars au taux budgétaire moyen de 2 954 francs congolais contre 1 dollar américain. Cette projection représente une augmentation de 20% par rapport aux recettes de l'exercice budgétaire précédent. En 2024, les prévisions initiales pour la TVA étaient fixées à 3 995,3 milliards de francs congolais. La même documentation renseigne qu'à mi-chemin, les recettes mobilisées avaient déjà atteint 1780,8 milliards de francs congolais, dépassant ainsi les prévisions linéaires de 108,1%. Ensuite, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'apprête à recevoir au cours de l'année 2025 un montant de 957,2 milliards de francs congolais, soit 323,9 millions de dollars des royalties dans le cadre du contrat révisé avec des entreprises chinoises. Cette somme fait partie d'un avenant signé en janvier 2024 visant à renforcer les investissements dans les infrastructures. Cet accord stipule que la RDC recevra 324 millions de dollars américains par an jusqu'en 2040 tant que le prix du cuivre
restera supérieur à 8 000 $ la tonne. Si ce prix dépasse les 12 000 $, 30% des bénéfices supplémentaires seront alloués à de nouveaux projets d'infrastructure. Enfin, dans sa note de conjoncture économique rendue publique jeudi dernier, la Banque centrale du Congo, BCC, renseigne qu'au 2 janvier 2025, le franc congolais s'est établi à 2850 francs congolais pour 1 $, soit une légère dépréciation de 0,39% au taux officiel. Au taux parallèle, le franc congolais s'est déprécié de 0,16%, situant le cours à 2868 francs congolais pour 1 $ par rapport à la situation du 27 décembre dernier. Pour ce qui est des denrées, pour ce qui est des réserves internationales, elles sont situées à 5 796,31 millions de dollars américains au 26 décembre 2024, représentant 13 semaines d'importation des biens et services. Ceci nous permet de parler du cours d'échange au 11 janvier 2025 selon les données de la Banque centrale du Congo telles que affichées dans ce tableau que vous regardez. C'est ainsi qu'un euro se négocie sur le marché d'échange, sur le segment officiel justement à 2944 francs congolais, alors qu'un dollar américain sur le marché officiel, il se négocie à 2856 francs congolais. Un kwacha zambien, il équivaut à 102,4 francs congolais, alors qu'un franc CFA se négocie à 4,4 francs congolais. Et enfin, un rand sud-africain se négocie sur le marché officiel à 152,1 francs congolais. À présent, voici les prix des denrées alimentaires des grandes consommations sur le marché de Lubumbashi, la période du 6 au 11 janvier 2025 selon le tableau affiché. C'est ainsi qu'un sac de riz de 25 kg se négocie entre 85 et 75 000 francs congolais selon la qualité de riz justement. Un sac de farine se négocie, un sac de farine de 25 kg se vend à Lubumbashi entre 55 000 et 53 000 francs congolais selon la marque de la farine. Un carton de cuisse poulet de 10 kg se vend à Lubumbashi à 60 000 francs congolais, alors que celui de 15 kg se vend à 86 000 francs congolais, alors qu'un carton de chinchard de 30 kg se vend entre 235 et 220 000 francs congolais. Un carton de tilapia se négocie entre 77 000 francs congolais et 64 500 francs congolais selon le poids, alors qu'un bidon d'huile végétale de 5 litres se vend entre 38 500 francs congolais et 29 000 francs congolais selon la qualité de l'huile, alors qu'un sac de sucre de 25 kg se vend à Lubumbashi à 85 000 francs congolais et un sac de braise entre 30 et 32 000 francs congolais. Et pour terminer, voici le tableau des prix des produits miniers d'exportation en République démocratique du Congo sur les marchés internationaux, la période du 6 au 11 janvier 2025. Le prix d'une tonne de zinc minéré d'exportation de la RDC justement a été fixé en hausse de 0,21% sur les marchés internationaux à 2998 $ américains pour la semaine du 6 au 11 janvier 2025, justement, selon le communiqué consulté par votre télévision, le communiqué du ministère du Commerce extérieur. Outre le zinc, 3 autres produits miniers marchands ont accusé une hausse sur les marchés internationaux la même période. Ces produits sont respectivement négociables à 28 637 $ la tonne, 84,75 $ et 0,96 $ le gramme. Durant la semaine sous examen, la source a relevé par ailleurs qu'un seul produit minier marchand accuse une baisse sur les marchés internationaux pendant la même période, notamment le cuivre,
Il se négocie à 8 786 $ la tonne. Le même document a renseigné que 2 autres produits miniers marchands sont restés stables sur les marchés internationaux, à savoir le cobalt et le tantal. Ils se négocient respectivement à 24 050 $ la tonne et 227 $ le kilogramme. C'est par là que s'achève ce JT Business. Madame, Monsieur, merci de nous regarder sur votre télévision. Au revoir.